Depuis que l'homme navigue, ils sont un trait d'union entre la terre et la mer, une porte d'entrée sur un territoire. On y accueille des bateaux du monde entier, du petit voilier au plus grand porte-conteneurs. Vous l'aurez compris dans cette émission, on vous embarque dans les ports normands. Et pour en parler, bienvenue à la pointe du Cotentin, dans le port de Cherbourg, imaginé au XVIIe siècle par Louis XIV pour se protéger des Anglais. Les ports racontent une histoire normande faite d'arrivées et de départs, d'invasions et de découvertes. Et sur la côte normande, on en compte une vingtaine. Autour de leur bassin se sont multipliées des activités. La pêche, bien sûr, mais aussi le commerce, la construction navale, la plaisance ou le transport de passagers. La Normandie et ses ports d'attache, on en parle tout de suite dans Enquête de région. Voici le sommaire. C'est un décor de cinéma, avec ses lumières, ses navires, ses grues et ses milliers de conteneurs colorés. Sur le port du Havre, on travaille nuit et jour. Une activité qui ne cesse jamais et qui en fait l'un des ports les plus importants de France. Il y a ceux qui partent en mer et ceux qui restent à quai. Dans le port de Fécamp, on se souvient de la longue attente des familles de marins partis pêcher la morue sur les mers lointaines. Sur le port de Granville, ils sont quelques centaines de bienheureux à posséder un anneau, comprenez, à avoir le droit d'amarrer leur bateau le long d'un ponton. La navigation de plaisance est un loisir qui se développe et pour tous ces marins, l'appel du large commence sur le port. Pour débuter cette émission, on se retrouve dans un haut lieu de la mémoire portuaire, la cité de la mer de Cherbourg. L'ancienne gare transatlantique a accueilli dans les années 30 les plus grands paquebots, le Queen Mary, le Titanic. Lieu de croisière, mais lieu d'émigration également. 4 millions d'Européens ont transité par cette gare maritime de la fin du 19e siècle jusqu'au début des années 30. Bernard Covin, vous êtes le président de cette cité de la mer, vous êtes un amoureux du lieu. Qu'est-ce qui fait la magie de ce bâtiment ? C'est tout simplement à la fois le patrimoine, parce que c'est au cœur de ces superbes claustras, cette magie des verrières, de tout ce qui était la noblesse en 1933. C'était la première gare au monde où la beauté de l'art déco entrait de plein pied dans cette gare, et puis c'était le plus grand complexe du monde. Qu'est-ce qui se passait dans ce hall, Monsieur Covin, il y a environ 100 ans ? On prenait le train, on prenait le bateau ? Les trains arrivaient de Paris en direct, Paris-Cherbourg. Les passagers, notamment les stars, descendaient des trains, passaient par ces grandes mezzanines, arrivaient dans les salons art déco et embarquaient vers les paquebots. C'était la grande classe, les stars, Robert Mitchum, Cary Grant, Elizabeth Taylor, enfin tout ce que et surtout Charlie Chaplin en 52. Bref, c'était la magie de l'époque. Sur Cherbourg, il y avait 14 compagnies. C'était le premier grand port européen de vitesse, ce qu'on appelait vitesse, c'est-à-dire le Cherbourg-New York. Et c'était un port qui, effectivement, à l'époque, 14 paquebots, une multitude des plus grands paquebots du monde ici passaient, et faisant suite à ce qui s'était passé dans la rade auparavant, puisqu'en gros, depuis 150 ans, tous les plus grands paquebots du monde sont entrés et sortis par cette rade, dont le Titanic en 1912. Et qu'est-ce qu'il en reste aujourd'hui ? Il en reste surtout que c'est un formidable outil d'attractivité. Je reste convaincu, pour moi, c'est un des grands symboles de la Normandie maritime. Je suis très attaché au fait que les Normands comprennent enfin que cette région, c'est une grande région de la mer et que nous nous ouvrons vers le large. C'est une identité pour Cherbourg retrouvée. Héritier de cette longue histoire maritime, les ports ont pris une place centrale dans la mondialisation et dans notre économie normande. Lieu d'échange, de commerce, de travail, ils sont devenus de gigantesques plateformes de transit de marchandises, à l'image du port du Havre, premier port français pour le trafic de conteneurs. Ils sont aussi des portes de sortie. Ainsi, Rouen est le premier port européen exportateur de céréales. La construction navale et l'industrie tiennent aussi une place importante en Normandie, notamment ici, à Cherbourg, où se construit la plus grande éolienne du monde. Sans oublier les liaisons transmanche, au départ des ports de Cherbourg, Ouistreham, Le Havre et Dieppe, utilisés par près de 2 millions de voyageurs chaque année. Plus de 50 000 Normands vivent directement de l'activité des ports, principalement de ceux d'Aropa, sur l'axe Seine, Le Havre, Rouen, Paris. Au cœur de ce trafic, les quais havrais, utilisés et accessibles 24 heures sur 24 par les plus grands navires du monde. On va le voir, une véritable ruche qui ne s'arrête jamais. Mettre l'échelle à tribord, 1,50 m au-dessus de l'eau et préparer une touline. À 20 km au large du Havre,
le Saint-Exupéry s'approche du chenal d'accès au port. 2 pilotes doivent monter à bord de ce monstre de 400 mètres pour le guider jusqu'à son quai. La manœuvre durera 2h30. Good morning, sir. Saint-Exupéry, VB11, vous me recevez? Au Havre, le port ne s'arrête jamais. Les bateaux vont et viennent pour charger et décharger sur 35 km de quai. Le Saint-Exupéry arrive de Chine, via le canal de Suez. 60 mètres, oui. 60 mètres 0. À bord, la lente procédure d'accostage se poursuit. Le pilote assiste le commandant pour ranger son 400 mètres. On va pouvoir stopper la machine. Et stopper la machine. Il faut gérer la décélération. Et vu qu'il y a quand même 200 000 tonnes à freiner, il faut doser un petit coup d'hélice pour le faire ralentir. Il faut doser le remorqueur pour le faire avancer l'arrière. Donc on gère la vitesse transversale et les 2 vitesses longitudinales, celle de l'avant et celle de l'arrière. Bienvenue dans ce monde de marins et de terriens. Un monde décalé, presque exclusivement masculin, qui tourne 24 heures sur 24. Au remorquage, chaque matin à 8 heures, c'est la relève. Allez, bon quart. Une bordée de 4 marins en remplace une autre, à l'intendance le Bosco. Je fais à manger pour 4 personnes, midi, soir. Je m'occupe du café, du pain et même le journal. Olivier, Michael, Alan et Thierry sont consignés à bord pendant 24 heures, prêts à répondre à chaque mouvement de navire. Il y a des fois où on peut appareiller tout de suite, se mettre tout de suite dans le bain, mais nous en général quand on a le temps on se fait un petit moment de... Convivial. Voilà, c'est ça. Ici c'est le terme, c'est le moment convivial. La gestion du trafic se fait là-haut, à la vigie. Yes, about 2 miles west, Lima Hotel 3 and 4. Yeah. Le Havre est connecté avec 500 autres ports sur toutes les mers du globe. Tous les navires peuvent rentrer dans le port du Havre, quelle que soit leur catégorie, les navires de commerce, les plus gros, les plus petits, même les navires de plaisance et les navires de pêche, tout le monde peut rentrer 24 heures sur 24 dans le port du Havre. Et c'est pour ça qu'on a une permanence ici de 3 personnes, un officier de port et 2 contrôleurs de la circulation maritime qui organisent les mouvements des navires dans le port et dans les chenaux 24 heures sur 24. Sur le remorqueur 22, direction le terminal pétrolier. Pour la première intervention de la journée, l'équipage doit aider un tanker russe à se dégager du quai. On a juste des gestes, on commence et tout. Pour envoyer une touline. Virer, mollir, stop. Et fin de manœuvre. Oui, sur l'axe 22. Les 22 je le passe sur l'axe. Le capitaine, aux manettes, applique les consignes du pilote qui dirige la manœuvre depuis la passerelle du Baltic Advance. Le pétrole, avec tous ses dérivés, reste en tonnage le principal trafic du port, donc le plus lucratif. Le brut arrive principalement du Golfe Persique. C'est un trafic qui effectivement est essentiel, il est également stratégique pour le pays puisqu'on est le second port d'importation de pétrole. C'est ce pétrole-là qui va alimenter la raffinerie de Total de Normandie et toutes les usines chimiques qui sont derrière, qui font une grande partie de la production française de produits chimiques, plastiques, etc. Mais pour trouver le trafic le plus pourvoyeur d'emplois, il faut plonger dans la fourmilière des terminaux à conteneurs, le terrain de jeu des dockers. Ici, on fait le lien entre import et export, entre terre et mer, entre camions et bateaux. Les 2400 dockers sont tous des hommes. La corporation reste fermée, attachée à la culture ouvrière, à commencer par la filiation. Mon père faisait ce métier-là, donc quand on fait notre première journée, on voit notre père qui a un petit sourire, qui ne le montre pas forcément parce que nos pères c'est plus à l'ancienne, donc les sentiments c'est vrai qu'il les montrait pas forcément.
Près de 3 millions de boîtes ont transité ici l'an dernier, un record. 22, un quart sur l'axe. Allez, 22, un quart sur l'axe. L'ouverture de Port de Mille il y a 12 ans a sauvé le Havre. Cette extension sur l'estuaire permet aujourd'hui d'accueillir les immenses navires. Ce qui a été impressionnant, c'est la rapidité à laquelle ça a augmenté. On est passé à 300 mètres. 3 ans après, on était à 330, 360 et enfin 400, mais en l'espace de 10 ans. Et ça a été vraiment impressionnant, à la fois dans la vitesse où ça a grandi et la quantité de porte-conteneurs que ça concerne. Le secteur du conteneur est sans pitié. Les trafics d'Anvers et Rotterdam sont 4 fois plus importants. La lutte pour attirer et garder les armateurs est acharnée. Un portique, c'est aux alentours de 8 millions d'euros. Un cavalier, c'est 700 000 euros. Donc on est sur des investissements qui sont assez colossaux. Et en face de ça, on a des clients qui viennent nous voir pour dire je veux payer 1 euro, 2 euros, 3 euros de moins par conteneur parce que je fais 300 000 conteneurs par an et que 3 euros, ça fait 900 000 euros à la fin de l'année. Et donc voilà, on discute des prix à l'euro près alors qu'on fait des investissements en centaines de millions d'euros. Oh, Joseph, Joseph, won't you make your mind up? It's time I knew just how I stand with you. My heart's no clock that I can stop and wind up. Each time we make up after being through. So listen, Joseph, Joseph, time is fleeting. And here and there my hair is turning gray. You have to check your temperature because this fuel is, À quai, les 26 marins du Saint-Exupéry n'ont pas le temps de chômer. La chef mécanicien organise la maintenance de son énorme moteur et de l'arbre d'hélice. Tout cela, on essaye de le faire en escale puisqu'il ne faut pas tomber en panne en mer. Donc vous sortez jamais dans les ports? Non, rarement. Les ports sont de plus en plus loin des villes et de toute façon on a beaucoup de boulot en escale. Donc les sorties, on ne fait plus le métier de marin pour sortir dans les ports. À la Combuse, même constat pour le chef philippin. La vie de marin n'est plus celle qu'il a connue à ses débuts. Quand j'étais jeune, dans les ports, je sortais chaque fois. J'allais boire des verres, danser, rencontrer des filles. Mais maintenant, c'est fini. On devient vieux, vous savez. Cette expérience du large, les 4 hommes du remorquage l'ont vécue, dans le pétrole, le conteneur ou la pêche. Travaillant maintenant dans le port, ils restent marins, avec l'avantage des sédentaires. C'est plus vie de famille. On se retrouve à la maison au bout des 24 heures, pendant 48 heures. On a le pouvoir de s'occuper de ses enfants, de les voir grandir, qu'au large, on revient 3 mois après. Si c'est un bébé, c'est un bébé qui a 3 mois de plus. Quoi. Donc effectivement, oui, c'est un avantage, c'est un choix surtout. La profession de marin reste très convoitée dans certains pays. Philippins, Indiens et Ukrainiens sont les plus nombreux. Au Havre, le Siemens Club fait la navette pour les conduire en ville. On reste la plupart du temps en mer. Alors rien que sortir quelques heures, sentir la terre sous nos pieds nous fait du bien. On voit d'autres visages, d'autres choses. Certaines escales longues, comme sur les pétroliers ou minéraliers, permettent de sortir. Ou pas. Dans certains pays comme à Tanger, au Maroc, tu peux sortir, mais ce n'est pas une bonne idée. Ce n'est pas sûr. Et à Mogadiscio, en Somalie, c'est strictement interdit. Dans ce genre de port, t'es content de rester à bord, parce que tu touches un double salaire. On est très bien payé quand on passe là-bas. Denis, ça va? Bonjour Denis. Ça va? Ça va? Bien. Là, il y a de la décharge directe. C'est du 5e. Il est 22h. 5 équipes de dockers entament le quart de nuit.
Perché dans une nacelle à 30 mètres de haut, il faut libérer les conteneurs qui ont embarqué à Ningbo, en Chine. Là, on est monté en 5e de haut sur le navire pour ouvrir les twist locks pour désunir les conteneurs les uns des autres. Chose qu'on ne peut pas faire du sol du bateau. Au Havre, il y a plus d'imports que d'exports. Le reflet de la balance commerciale du pays. Là-haut, le portiqueur enchaîne les boîtes, entre 25 et 30 par heure. Physiquement, c'est plus pour les... vous voyez, pour le dos et les cervicales, quoi. Parce qu'on est toujours dans cette position et ça se coud pas mal. Mais bon, on s'y fait. Would like to know the pilot boarding speed. Yes, the pilot will contact you in about 10 to 15 minutes. Jugé souvent trop hermétique, le monde maritime et portuaire reste un univers dur, parfois dangereux par mauvais temps. Mais tous les acteurs sont fiers d'en faire partie. Pour faire un métier pareil, de toute façon, il faut que ça plaise. C'est pas... On ne fait pas un métier comme ça. On a des conditions de vie qui sont complètement différentes des gens de la Terre, quoi. On n'a pas les mêmes horaires, on travaille la nuit, on travaille le matin de bonne heure, on travaille l'après-midi, on travaille en permanence. Ça va le réveil? Oui. C'est comment? C'est direct comme ça? Oui, direct. On est appelé, il faut qu'on se lève, il faut qu'on parte. Après 4 heures de sommeil réglementaire, dernière manœuvre avant la relève, sans savoir quelle sorte de navire ils vont assister. Il y a des bateaux, on ne sait absolument pas la taille, et des fois on tombe sur des tout petits. C'est un peu dommage de nous réveiller pour ça, mais s'ils nous appellent, c'est qu'ils ont besoin de nous. Le Niagara arrive directement d'Amérique du Sud. Sur la Manche, le Havre est le premier port touché par les bateaux qui desservent l'Europe du Nord. Ça fait 500 ans que ça dure. Mais cette position stratégique est encore sous-exploitée. Contrairement à ses voisins belges, hollandais ou allemands, la France n'a toujours pas pris la mesure du rôle capital que jouent les ports dans l'économie mondiale. Toujours dans Enquête de région, on se retrouve sur la coursive de la Cité de la Mer à Cherbourg devant les installations portuaires de PNA, Port Normand Associés, dont vous êtes le directeur général, Philippe Dess. À vos côtés, Antoine Berbin, directeur délégué de Aropa, une structure qui gère l'axe Seine et ses ports, Le Havre, Rouen, Paris. Antoine Berbin, après le reportage que l'on vient de voir, est-ce que vous êtes d'accord? La France n'a pas pris la mesure de l'importance des ports dans l'économie mondiale? Bon, je ne dirais pas ça. Je pense que les ports ont pris la mesure de la compétition interportuaire. En 2017, nos ports ont d'ailleurs connu des très bons trafics. On a eu la meilleure progression de trafic sur le Range Nord. On a 64 000 emplois directs localisés sur les ports du Havre, de Rouen et de Paris. C'est près de 6 milliards de valeurs produites chaque année. C'est des chiffres qui sont établis par l'INSEE. Donc je crois qu'on a pris la pleine mesure de l'importance de l'économie portuaire. Les ports sont un poumon pour l'économie et c'est ce sur quoi nous travaillons tous les jours. Ça veut dire que le port du Havre, Aropa, n'a pas de faiblesse? N'a pas de retard par rapport à ses voisins européens? On a toujours des faiblesses, on travaille tous sur nos faiblesses. Il faut que l'on continue à investir. Donc on a identifié un programme d'investissement de près d'1 milliard d'euros dans les 5 à 10 ans qui viennent, à réaliser naturellement avec le concours en partenariat avec l'État, avec la région Normandie, avec la contribution aussi de l'Europe via la Commission européenne. Pour réduire quelle faiblesse justement? On va continuer à investir sur Port 2000 pour parachever cette formidable infrastructure qui nous permet d'accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde. On va tirer tout le bénéfice de l'approfondissement du chenal d'accès au port de Rouen en modernisant les terminaux, notamment les terminaux vraquiers. Vous savez que le port de Rouen est extrêmement bien positionné, notamment comme exportateur des céréales. On est à plus 50% sur l'exportation des céréales cette année. On va continuer aussi à développer l'offre foncière pour accueillir de nouvelles entreprises avec de la valeur ajoutée sur les ports et des emplois sur les ports. On travaille aussi sur des thématiques très importantes de transition énergétique.
Les bateaux vont utiliser de nouveaux carburants, il faut se préparer à l'accueil de bateaux au GNL. On travaille aussi au smart port, c'est-à-dire aux systèmes d'information qui permettent d'améliorer l'efficacité des opérations sur les ports. Donc il y a beaucoup de thématiques. La troisième thématique peut-être très importante, c'est la multimodalité, notre capacité à irriguer l'Interland avec des services de transport compétitifs en train. L'Interland, l'arrière-pays évidemment. Exactement. Philippe Dest, alors dans ce contexte, face à ce mastodonte, Aropa, PNA, Port Normand associé, comment se situe cette structure? Eh bien, par rapport au reportage qui est très bien fait, nous sommes finalement assez différents. Nos trafics principaux, ce n'est pas le pétrole, ce ne sont pas les conteneurs. Pour nous, et vous le voyez là, c'en est un exemple, la principale activité des ports décentralisés en 2007, c'est le transmanche. Sur le Royaume-Uni, sur l'Irlande, à la fois les passagers et les marchandises. Il y a une complémentarité avec Aropa? Bien évidemment. Je termine peut-être la présentation. Donc, le transmanche, l'industrie. Nous sommes des ports également, et notamment Cherbourg, qui avons beaucoup investi pour accueillir des entreprises, des usines. Certaines sont en cours de finalisation, notamment pour le secteur des énergies marines renouvelables. Vous êtes ici sur un site qui est appelé un très fort développement dans ce secteur-là. Et donc, bien sûr, nous sommes complémentaires, et à titre personnel comme à titre professionnel, bien évidemment. Les ports sont complémentaires. Vous avez à côté de moi le représentant du plus grand port français pour les conteneurs. Vous avez ici, donc sur Cherbourg, mais également sur Caen-Ouistreham, sur Dieppe, des ports d'intérêt régional qui ont une visibilité nationale pour leur trafic, qui sont des ports secondaires, et je le dis sans aucune fausse modestie, à même de desservir l'ensemble du territoire, d'irriguer l'ensemble du territoire. Quel est justement l'avenir de PNA? C'est les entreprises, c'est miser sur les entreprises, justement? Bien évidemment. Disons que l'intérêt de ces ports de niveau national ou régional, c'est clairement la valeur ajoutée pour l'ensemble du territoire. On n'est pas sur du chiffre, sur des 3 millions de conteneurs, comme vous l'avez évoqué, sur des millions de tonnes de pétrole. Notre objectif à nous, c'est de développer la valeur ajoutée, l'emploi, l'économie de l'ensemble des territoires que nous desservons, et à travers cela, de développer l'aura, la visibilité de l'ensemble des territoires. Quand vous avez sur Cherbourg le premier port français pour les relations avec l'Irlande, qui est demain appelé à un fort développement, vous avez avec l'ensemble PNA plus Dieppe, demain port de Normandie, un ensemble qui pèse autant que les plus petits grands ports maritimes, les ports de l'État. Donc vous avez deux logiques qui sont un peu différentes, une organisation qui est rigoureusement la même, avec une autorité portuaire, le remorqueur, le pilote, tout ce qu'on a pu voir dans le reportage. Antoine Berbin, l'enjeu aujourd'hui aussi au niveau des ports, c'est le Brexit. Qu'est-ce que ça va changer, là, le fait que l'Angleterre disparaisse de l'Union européenne? Le Brexit, c'est un changement majeur. Tous les ports de la façade de la Manche sont concernés. Il faut avoir en tête qu'il y a aujourd'hui, il y a 5 millions de camions qui passent de la France au Royaume-Uni dans un sens et dans un autre. Ils prennent appui sur l'offre de transport transmanche, qu'elle soit par bateau ou par le tunnel sous la Manche. Depuis 40 ans, on n'a pas connu de frontières pour les marchandises entre nos deux pays, et potentiellement, sans accord, dès le 31 mars prochain, on aura donc des contrôles à réaliser, que ce soit sur des questions purement douanières, des contrôles sanitaires, des contrôles vétérinaires. C'est une vraie difficulté. C'est un enjeu dont tout le monde maintenant a pris pleinement conscience, et sur lequel on travaille maintenant avec l'ensemble des parties prenantes. La première partie prenante, c'est naturellement l'État qui va organiser les contrôles. C'est sa responsabilité, naturellement. Les opérateurs, que ce soit ceux qui opèrent aujourd'hui sur PNA ou ceux qui opèrent sur Aropa, notamment au port du Havre, sont pleinement, naturellement impliqués pour trouver des solutions pour conserver de la fluidité dans ce trafic qui n'a cessé de progresser ces 40 dernières années dans un contexte d'absence de contrôle aux frontières. Philippe Dest, vous le voyez comment, ce Brexit De la même manière, prenez un navire tel que celui que vous avez là, 100 camions à bord qui arrivent d'Angleterre et qui sont déchargés en 45 minutes. Si chaque camion doit passer 30 secondes à montrer un papier à être contrôlé, c'est 50 minutes de plus. Le navire, lui, doit faire 2 rotations par jour. Il ne peut pas stocker ces 100 camions pendant 50 minutes de plus que la durée normale d'escale. Donc il va falloir sortir tous ces camions pour effectuer les contrôles. Il va nous falloir de la place. Il va nous falloir gagner énormément de place pour
stocker l'ensemble de la cargaison, non plus sur le camion, mais à terre. Et vous avez en plus, ici sur Cherbourg, des navires qui arrivent d'Irlande, donc Union européenne, et des navires qui arriveront d'Angleterre, hors Union européenne, sur le même terminal, sur les mêmes rampes ferry, et nous avons à gérer la simultanéité de l'ensemble de ces flux. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Si les ports normands sont des zones d'échange, ils sont aussi depuis toujours des lieux de débarque pour les pêcheurs. Ils sont encore 2200 marins normands à sortir chaque jour en mer. La Normandie est la deuxième région de pêche maritime en France, avec 60 000 tonnes de captures par an, principalement des coquilles Saint-Jacques, des bulots ou de la sole. On compte dans la région également 5 criées, des lieux traditionnels de vente de poissons dans les ports. Une partie de l'histoire normande s'est jouée sur ces quais à Granville, Dieppe ou Fécamp. L'épopée des Terre-Neuve, partis pêcher la morue au large des côtes du Canada, est encore aujourd'hui dans les mémoires. Il s'avance sur les quais. L'enfant tient la main de son père, une dernière fois. Le père charge un sac de toile blanche, son bagage pour la campagne de pêche. Un dernier baiser, il faut y aller. L'enfant serre fort sa poupée contre lui, un réconfort qu'il cherchera souvent désormais. Le bateau s'éloigne. Ainsi va la vie dans les ports. Il y a ceux qui partent et celles qui restent. Cette scène, Nicole l'a vécue souvent. Elle a été la petite fille qui regarde son père partir, parfois pour 5 mois de pêche à la morue, à Terre-Neuve. Dès que le signal était donné que le bateau devait partir, à ce moment-là, on se faisait au revoir bien sûr de la main, mais on courait vite fait avec les mamans pour arriver là, pour faire un dernier au revoir. Et dès qu'on voulait arriver bien sûr tous au plus près pour voir le bateau, et on restait ici jusqu'à ce qu'on ne voit plus le bateau à l'horizon. La pêche à Terre-Neuve, c'est l'histoire de Fécamp et de son port depuis le milieu du XVIe siècle. Une histoire que raconte le musée des pêcheries. Les hommes partent de Fécamp parce que c'est une grande aventure. Ils voient leur papa partir, voient leur grand-père partir. C'est un mythe. Ils partent tous le même jour à la Saint-Pierre-des-Marins et les enfants ne rêvent que de ça. Et puis la pêche à Terre-Neuve, c'est une pêche lucrative. C'est effectivement extrêmement difficile. On a parlé de pays d'enfer, etc. Et je pense que c'était vrai. Mais en même temps, c'était des métiers qui permettaient de bien gagner sa vie, donc on y allait. Et puis d'un seul coup, il n'y a plus rien. Le port est vide. Pendant des mois, il est vide. Et quelque part, on attend. On attend, on attend. C'est le temps de l'absence. Les marins sont en mer, ils sont pourtant dans tous les esprits. Nicole se souvient des conversations avec ses camarades de classe. Ton papa, est-ce qu'il est arrivé sur les bancs? Parce que c'était ça, on était bercés avec ces phrases-là, quoi. Ben non, il n'est pas sur les bancs. Bon. Et puis la semaine d'après, ah ben le mien, il a pêché tant. Ah ben oui, mais moi, mon papa, voilà. C'était un peu la concurrence des enfants avec leur papa qui avait pêché plus ou moins de tonnage, quoi. Le père de Nicole s'appelait Auguste Martin. Il était capitaine et avait commencé la pêche à Terre-Neuve à l'âge de 9 ans. Nicole en était fière, plus encore lorsque le retour était annoncé. Quand papa est là, c'est la fête tous les jours. Et à l'école, on trépigne un peu en se disant bon ben papa va être devant la porte pour venir nous chercher, parce que il arrivait parfois où je partais à l'école, bien sûr, maman me conduisait puisque j'étais encore gamine, et on partait à l'école pour 1h30, et puis on disait ah ben, c'est papa qui viendra te chercher à l'école. À nouveau, l'effervescence, les embrassades, le port de Fécamp renaît.
il faut décharger les cales pleines de morue salée, acheter un jouet pour les enfants, renouer le fil d'une vie familiale distendue. Parfois aussi, le voyage est sans retour. Nicole a 9 ans quand elle apprend la nouvelle que redoute tant, celle qui reste à terre. Pendant la guerre, comme ils ne pouvaient plus pêcher à la morue, ils ne pouvaient plus aller au Canada, ils ont donc pêché sur les côtes de Mauritanie. Il y avait 20 minutes qu'ils étaient seuls, où il a été torpillé en plein milieu. Et le bateau étant chargé, il s'est refermé et tous les hommes ont été engloutis, sauf un. Il y a eu un rescapé sur 54. Ainsi va la vie dans les ports, ces lieux où naissent les rêves d'aventure et où ils se terminent parfois. Le jour où mon père est mort en mer, j'ai eu un problème d'avoir peur de la mer. Je me suis forcée à nager, je me force encore à nager quand je suis avec des amis, mais si je me mets à penser à papa, je panique, et puis je ne sais plus nager, quoi. C'est quand même resté dans la tête, quoi. Je peux pas m'effacer que papa il est au fond de l'eau. Ça part pas. À Fécamp, la pêche à Terre-Neuve s'est définitivement arrêtée au milieu des années 1990. La ville est aujourd'hui un port parmi d'autres qui tente de se construire un avenir sur les vestiges de son passé glorieux. Nicole a travaillé toute sa vie à terre. Elle a été commerçante dans le textile puis dans l'électroménager. À l'image de sa ville, elle garde intacte son admiration pour les gens de mer. L'attirance de la mer, pour les enfants de marins, ça a toujours, et c'est toujours. J'ai un petit voisin qui pêche, il va pêcher la pêche fraîche, si on peut dire, mais il ne peut pas s'en passer, quoi. C'est l'attirance de la mer. Au port, le souvenir des marins, de leurs exploits ou de leur disparition ne s'efface jamais tout à fait, tant qu'ils voguent encore dans la mémoire de celles qui restent. On va continuer à parler des ports de pêche normands avec vous, Sophie Leroy. Vous êtes vice-présidente du comité régional des pêches de Normandie et PDG de l'armement cherbourgeois. À vos côtés, Pascal Buléon, vous êtes directeur de la maison de recherche en sciences humaines de l'université de Caen. Sophie Leroy, vous êtes petite fille, fille de marailleurs, femme de pêcheurs. Est-ce que vous vous retrouvez dans l'histoire de ces familles de Terre-Neuve? Oui, dans l'inquiétude des familles, oui, je m'y retrouve parce que je suis aussi maman et j'ai connu ça avec mes enfants quand mon mari partait en mer assez longtemps. D'une manière plus générale, est-ce que vous vous sentez héritière de cette pêche au long cours? Non, parce que c'est fini Terre-Neuve. On est passé à autre chose, c'est interdit, on ne peut plus pêcher comme ils pêchaient à cette époque. Donc ça a évolué, la pêche a évolué, les navires ont évolué, les conditions de commercialisation ont évolué. Donc, ils reviennent plus souvent au port, les navires. Oui, voilà. Donc on est plus sur des petites marées, voilà, on privilégie la qualité à la quantité. Voilà. Aujourd'hui, c'est la pêche normande d'aujourd'hui. Quels sont les événements marquants qui ont marqué l'histoire de ces ports? Alors, les événements marquants, pour parler des ports normands, en fait, tout de suite, on parle de l'histoire du monde et de l'histoire maritime, ce qui a été oublié par la quasi-totalité de la population en Normandie. Pourquoi? Parce que en 1503, par exemple, un des premiers voyages vers le Brésil est effectué par Pommier de Gonneville au départ d'Honfleur, que les marins de Dieppe, d'Honfleur et de Rouen vont sur les côtes d'Afrique dès avant 1500. Qui ramènent de l'or en grande quantité, autant que les Portugais, complètement oubliés aussi de la mémoire des populations. Donc vous voyez, l'histoire des ports normands, c'est l'histoire des ports d'Europe et c'est très profond dans l'histoire de l'humanité. Sophie Leroy, est-ce qu'il y a un état d'esprit particulier des gens de mer, des pêcheurs, des marailleurs, des gens qui vivent de la pêche et dans les ports? Une solidarité, j'espère encore. Mais normalement, oui, il y a une solidarité des gens de mer. On s'aide, on se soutient mutuellement, mis à part tous les aspects commerciaux, pêche, normalement, on se soutient tous. Pascal Buléon, on voit l'état d'esprit particulier des ports. Est-ce que ça veut dire que les ports sont refermés sur eux-mêmes ou est-ce qu'ils sont quand même ouverts? Parce que c'est leur vocation d'être ouverts sur l'ailleurs. Vous avez dit les deux mots qui sont apparemment contradictoires, mais qui, en fait, représentent bien ce qu'est un port. C'est à la fois une petite société, quelle que soit la taille du port, petit port de pêche, même actuellement Granville et Le Havre, c'est à la fois une petite société et même dans la langue, dans les parlers normands, les façons de parler des ports ne sont pas les mêmes sur les 4-5 siècles qui viennent de s'écouler que dans l'intérieur. Et c'est en même temps
Et c'est justement parce qu'ils sont ouverts sur le monde, parfois très loin, à plusieurs milliers de kilomètres, que le rapport avec 10 kilomètres à l'intérieur est faible pour 4 siècles d'histoire. Et justement, des ports. quel rapport du coup ils entretiennent avec l'intérieur des terres, ces ports? Des rapports du quotidien, parce qu'il faut nourrir la population, bien évidemment, donc des rapports de commerce normaux, faire venir à manger dans la journée, l'avitaillement des navires, etc., tout ça. Mais la vie de la société d'un port, et ce n'est pas du tout spécifique à la Normandie, ça vaut pour la Méditerranée aussi, est plus tournée vers le monde et vers l'extérieur que tournée vers 100 km à l'intérieur. Mais ce n'est plus la situation contemporaine, ce qui fait la grande différence. Sophie Leroy, est-ce qu'il y a encore une vie dans les ports? Est-ce que vos marins passent du temps dans le port de Cherbourg? Le moins possible. Ils rentrent de la mer, ils débarquent la marchandise et ils rentrent chez eux pour avoir une vie de famille et pour voir les enfants. Donc il ne se passe plus rien dans les ports? Alors, on a du personnel à terre maintenant qui s'occupe de l'avitaillement, de préparer le matériel des bateaux, de repréparer les navires pour qu'ils puissent repartir dans de bonnes conditions. Mais les marins sont de moins en moins présents sur les ports de pêche. Il y a une criée ici encore? Il y a une criée, oui. Mais il y a du personnel à la criée. C'est pas les marins qui trient le poisson. C'est plus un lieu de vie, du coup, le port? Non. C'est plus que c'était? C'est triste. C'est devenu triste. Moi, j'ai connu, il y a 20 ans, les femmes venaient porter leur mari quand ils partaient à la mer. Et un peu comme dans le reportage, elles allaient au bout de la gare maritime et les bateaux klaxonnaient et les enfants et les femmes faisaient coucou. C'est fini, ça. Maintenant, les marins, ils viennent avec leur voiture, ils garent sur le parking, ils montent sur le bateau et ils s'en vont. Il n'y a plus de famille du tout, il n'y a plus d'enfants, il n'y a plus de départ en mer comme on a pu voir dans le reportage. Pascal Bullion, vous, votre regard sur l'évolution des ports aujourd'hui et demain? Les ports ne sont plus tournés vers une fonction unique, qu'elle soit de pêche, commerciale, mais sont devenus des villes industrielles, quelle que soit la nature, industrialo-militaire depuis longtemps à Cherbourg, industrialo-portuaire différemment ailleurs, etc. Mais la fonction d'interface, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que des marchandises arrivent et repartent plus ou moins loin. C'est considérablement accentué, et donc l'ouverture, la fonction de place de commerce qui existait. Si Dieppe a été une grande place commerciale dès le 15e, 16e, c'était déjà une place de commerce. Et si Le Havre, Hambourg, Rotterdam sont des grands ports aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont des grandes places de commerce. C'est ça l'avenir du port. Merci. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Souvent, le voyage commence dans le port, avec l'appel du grand large. Un rêve devenu accessible ces dernières années grâce au développement de la plaisance. Pour les amoureux des sorties en mer, le port est la dernière étape avant l'océan, mais aussi un refuge, un lieu de rencontre et de ravitaillement. Des places qui sont aujourd'hui convoitées, il faut parfois attendre plusieurs années avant d'espérer avoir un anneau. C'est toute une petite vie qui s'organise autour de ces bassins, comme à Granville, où tu es allé, Erwan, à la rencontre de bienheureux plaisanciers. C'est la routine, 2 fois par jour en saison. Un tour du port à petite allure pour le contrôle des bateaux à quai. Donc là, on va vers les pontons visiteurs. Voilà, donc là, en fait, je vérifie mes pontons visiteurs. Je pointe les bateaux qui se sont déclarés chez nous. Puisque c'est du journalier, donc je vérifie qu'ils soient là ou pas là. S'ils ne sont pas là, bah, effectivement, on ne leur facture pas une unité. J'en ai de l'autre côté, mais comme je les connais visuellement, donc je sais qu'ils sont là. Et là, vous voyez, par exemple, en A38, vous voyez, l'Alto, il est bien là, donc je lui marque un vu. Voilà. Et ça, c'est un visiteur. C'est un visiteur. Les visiteurs peuvent rester combien de temps? À cette époque-là, je dirais à cette époque-là, quand on a encore du beau temps, ils peuvent rester, ils peuvent nous demander encore 10 à 15 jours. D'accord. Mais aujourd'hui, les pontons sont calmes. Peu de mouvement à l'horizon. La mer formée a dissuadé les plaisanciers. À l'ouverture des portes, ils ne sont que quelques voiliers à regagner les pontons. Comme Alain et ses équipiers. C'est bon, capitaine? De retour de quelques jours le long des côtes bretonnes. Il fallait qu'on rentre de bonne heure parce qu'il y a un coup de vent prévu
aux alentours de 19h, donc il fallait impérativement qu'on rentre pour 15 heures avant de tomber dans les excès. Retour au calme donc, à la maison, et pas n'importe où, au ponton F, celui des copains. Plus qu'un parking à bateau, pour eux, ici c'est une véritable résidence secondaire. Mais vous y passez combien de temps dans l'année, vous, sur le ponton? Sur le ponton, allez, 4 heures par jour, au moins. Tous les jours, j'habite ici, donc en habitant ici, je viens voir mon bateau tous les jours. C'est votre bureau? C'est mon bureau, oui, je suis à la retraite, mais c'est mon bureau. Voilà. C'est vrai que c'est notre promenade, que ce soit le samedi, le dimanche, le lundi. Dès qu'on a 2 minutes, on vient sur le ponton F. Voilà. Qu'est-ce qui vous y attire ici? C'est l'ambiance, les bateaux, les copains, voilà, tous ceux qui sont là, entre autres. Le port est un lien de réunion, donc d'échange. Donc régulièrement, on s'échange la vie politique locale, la vie politique nationale. À Granville, le bassin du RL est comme un quartier dans la ville. Une continuité géographique du premier port coquillier français. Autour des chalutiers, la cité y a gardé son caractère pittoresque. Et à quelques milles marins du Mont-Saint-Michel, la Plaisance y trouve également un certain charme. C'est vrai qu'on a un plan d'eau qui est tellement attractif avec les îles anglo-normandes, avec Chausey, avec la Bretagne Nord, que Granville est sollicité énormément. Et c'est à flux tendu sur le port? Oui. On a un port qui est très tendu au niveau des places, puisque notre liste d'attente c'est entre 20 et 30 ans suivant les catégories. 20 ou 30 ans pour avoir une place. Mais on trouve des formules puisqu'on est dans une gestion qu'on appelle dynamique des places de port. C'est-à-dire que dès qu'un bateau bouge, eh bien, on récupère le trou pour mettre quelqu'un d'autre à la place. Ben, vous savez, à partir du moment où un port est bloqué, les gens ont tellement peur de plus naviguer qu'ils ne lâchent pas leur place, même s'ils naviguent un peu moins. Et ce phénomène d'embouteillage, on l'a depuis la création du port. Et c'est pour ça qu'on a des projets d'extension aussi. Jean-Marie, lui, a sa place au port depuis plus de 35 ans. Il en est à son 6e bateau, Pitchoun 2. Bonjour, ça va bien? Bonjour. Donc c'est là, notre deuxième maison, quoi. La deuxième maison. Quelques 20 mètres carrés, dans lesquels, depuis sa retraite, il passe le plus clair de son temps. Quand il y a quelques jours de beau temps, je viens passer 3-4 jours au bateau. Mais actuellement, la maison est en vente et j'espère bien y passer mon temps à 100% sur le bateau. Cet été, cela fait 3 mois qu'il n'est pas rentré dans sa maison. J'adore passer mes journées au bateau, regarder la télé au bateau, même si je ne la regarde pas beaucoup, lire, jouer, ne rien faire. Moi j'aime bien parce que le bateau c'est confiné, c'est petit. Et moi je m'y sens très très bien, comme un cocon quoi. Donc je trouve ça super. Tout est long à bord d'un bateau. On fait de la cuisine, c'est pas très grand, donc ça prend du temps. Si on va aller au sanitaire, c'est là-haut. Tout prend du temps. J'apprécie d'avoir du temps justement. De prendre du temps, de faire les choses doucement, tranquillement. On est pour bousculer. Il y a des gens qui viennent nous voir, on les accueille, on passe une demi-heure avec eux, donc ça c'est super, quoi. Donc voilà, quoi. C'est une vie paisible. Une vie hors du temps et hors de la ville, que certains seraient tentés de prolonger. À Granville, personne n'hiverne plus sur son bateau. Mais Arnaud, l'enfant du pays, a voulu rencontrer ceux qui décidaient d'habiter à l'année sur leur rafio. Un travail photographique, presque sociologique, sur des navigateurs hors cadre qui ont fixé leurs attaches sur l'eau. C'est une majorité d'hommes seuls. Quelques couples avec enfants, très peu, et aussi pas mal de couples de retraités. C'est un choix de vivre sur son bateau à l'année. Qu'est-ce qui les attire dans un port? La liberté. La liberté, l'espace, beaucoup m'ont dit, nous on a un grand jardin. Voilà, ils voient plus loin, ils sont pas enfermés entre guillemets. Pourtant, ils vivent dans des espaces extrêmement réduits. Ouais. Alors il a fallu pour beaucoup se refaire une garde-robe, jeter des choses, savoir vivre avec le minimum. Mais voilà, la plupart m'ont dit voilà une sensation de liberté et ils ne se voient pas retourner à terre. Pour beaucoup, ils ne se voient pas retourner à terre plus tard. Qu'ils y passent 1 ou 365 jours à l'année. Pour tous les plaisanciers, le port reste donc un refuge, un abri avec fenêtre sur l'océan
pour nourrir les envies du grand large. On va continuer à parler de ce rêve du grand large avec vous, Pierre Asselin. Vous êtes un amoureux de la navigation en croisière et en régate. Mais d'abord, Erwan, on va revenir sur cette expérience grandvillaise que tu as vécue. Ils sont nombreux, ces gens, à vivre une bonne partie de l'année dans le port. Eh bien, écoute, ils sont quelques-uns. Alors, comme je le disais dans le reportage, il n'y a plus personne qui vit maintenant à l'année, en tout cas pas à Granville. Mais ils sont plusieurs donc, à habiter quelques semaines, quelques mois même sur leur bateau. Pourtant, certains ont leur maison pas loin, à quelques mètres du port seulement, parfois quelques kilomètres pour les autres. Mais rien ne vaut finalement le plaisir de dormir dans son bateau. Et même pour ceux qui n'y dorment pas, ils viennent pour certains quotidiennement sur les pontons. Combien ça leur coûte d'avoir ces bateaux? Alors ça dépend déjà de la taille du bateau, du prix d'achat du bateau, mais ensuite il y a tout l'entretien. Il faut compter un carénage par an au moins, ça c'est plusieurs centaines d'euros. Et puis ensuite il faut payer la place dans le port. À Granville il faut compter entre 1000 et un peu plus de 2000 euros pour l'année pour un résident et 15 à 30 euros pour ceux qui viennent à la journée. Alors Pierre Asselin, vous possédez un bateau qui est tantôt à Ouistreham, tantôt à Granville. On vient de comprendre que c'était un coût, ce loisir. C'est le prix de la passion, finalement? Ouais, c'est ça, c'est nécessaire. C'est le coût nécessaire, effectivement, pour la passion, pour entretenir son bateau et sortir en mer dans les meilleures conditions possibles. Et effectivement, comme toute passion, les limites sont difficiles à fixer et on se laisse assez vite entraîner. Oui. L'un des problèmes, c'est d'avoir une place au ponton. Vous avez réussi à en avoir une? Comment vous avez fait? Ouais, alors c'était un petit peu l'objectif d'avoir un port sur la façade, d'avoir un bateau dans un port de la façade ouest de la Manche, parce que c'est là déjà d'où vient la famille et on est amoureux de ce littoral. Et effectivement, avoir une place à Granville, c'est pas une chose évidente. Mais comme on pratique la voile aussi en régate, en compétition, en fait à Granville, il y a un certain nombre de places qui sont allouées pour les participants aux régates locales et dont nous faisons partie. Donc, en fait, comment on explique cette pénurie finalement? C'est parce que les gens ne bougent pas assez, il y a trop de bateaux qui dorment dans le port ou pas? Je ne saurais pas trop expliquer la pénurie, pas forcément spécialiste. Ce que je peux dire, c'est que la plaisance est peut-être devenue d'une manière générale plus accessible avec déjà démocratisation, notamment de la plaisance, le motonautisme. Les bateaux à moteur reviennent quand même moins chers, le permis peut-être est plus accessible. Et on se dit qu'avec les moyens actuels, c'est sûr, je suis un utilisateur aussi, mais le développement des nouvelles technologies, notamment le téléphone par exemple, je sais que ça a révolutionné le mode de navigation, le GPS. Les gens peut-être sautent le pas plus facilement qu'à une époque pas si lointaine d'ailleurs, où on se disait qu'il fallait forcément être tabarly pour aller faire 3 bords en mer. Ouais. Et justement, ces gens et la vie au port, comment ça se passe entre plaisanciers? Quelle est l'ambiance? Je pense qu'entre pratiquants de la mer et plaisanciers au port, il y a une certaine solidarité, en tout cas face aux conditions, aux éléments. On partage quelque chose. On sait qu'aller en mer, c'est quand même particulier. C'est pas comme de prendre la route ou d'aller acheter le pain. On subit de toute façon les éléments. Donc, quand il fait beau, quand il fait mauvais. C'est vrai qu'il y a ce partage-là qui est très intéressant et qui soude assez vite d'ailleurs les gens, quels qu'ils soient et quelle que soit leur profession, par exemple. Donc ça, c'est très très sympa. Et après... un peu comme des voisins qui s'entendent la plupart du temps plutôt bien. Donc il y a beaucoup d'échanges. Et être au port, on y est bien, on y est frustré. C'est aussi peut-être le lieu où on imagine ses rêves, ses navigations. Ouais, alors oui, imaginer ses rêves, ce serait peut-être en partant ou alors en revenant d'ailleurs. Parce que frustration, peut-être pas. Moi, je suis rarement frustré quand je suis au port. Quand bien même il y a beaucoup trop de vent pour sortir, on fait autre chose. On va justement discuter avec les copains. Il y a toujours... le bar du coin, c'est toujours le lieu où on rencontre des gens, parce que les gens n'hésitent pas par rapport à peut-être d'autres endroits à s'arrêter, parce qu'on sait que c'est un lieu de passage. Donc encore une fois, là, il y a beaucoup d'échanges. Et puis effectivement, les rêves, je pense que c'est le mot, parce qu'on s'imagine partir, alors pas forcément très loin, mais de la belle sortie avec les amis, avec les copains, avec sa femme. Mais quand vous partez justement et que vous revenez au port, c'est bon d'être à la maison quelque part, c'est ce que vous vous dites ou... Ça dépend. Il y a des moments où on aurait bien aimé que la sortie dure plus longtemps. Rentrer à la maison, rarement, parce que rentrer à la maison, c'est synonyme dimanche soir, le lendemain on bosse, enfin des choses comme ça. Alors après, effectivement, quand on a subi un coup de vent, par exemple, qu'on a beaucoup, où la sortie a été un peu plus dure que prévu, ou physiquement, ou même moralement, parce qu'il n'arrive pas que des choses très drôles à bord,
là, ça fait du bien de rentrer au port, une petite pinte, et puis on dit bonjour aux copains, on est revenu, quoi. Donc si, ça fait plaisir aussi, ouais. Merci. Merci beaucoup. Merci. Avec ses 640 km de côte, la Normandie constitue la plus longue façade maritime française et sa situation géographique au sein de l'Europe est un atout incontestable. Quelles que soient ses activités, le commerce, la pêche, la plaisance, un port en bonne santé et c'est tout un territoire qui en bénéficie. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. On se retrouve le mois prochain pour une nouvelle enquête de région, on parlera de la police.